Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine Salle, je suis le coordinateur de l'initiative En Avant Vrac, dont je vais vous parler tout de suite. Ça fait à peu près un an qu'on a réfléchi à cette initiative qui a été lancée en octobre dernier à l'occasion d'un forum qui s'est tenu chez Périfem. L'objectif de cette initiative, c'est de passer à l'échelle l'offre vrac qui est portée par les marques, qu'elles soient marques nationales ou marques distributeurs en grande et moyenne surface. Donc ça fait beaucoup écho à l'intervention de Vraco sur les irritants et toutes les difficultés qu'il peut y avoir, notamment quand on est une marque à se projeter dans une vente en vrac et à essayer de massifier les ventes en vrac. Donc comment on essaye, à travers cette initiative, de travailler au développement à l'échelle et de sortir des logiques d'expérimentation dans lesquelles pouvait être stocké un petit peu un certain nombre d'initiatives jusqu'à présent. Donc le maître mot de notre initiative, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser, d'assurer l'interopérabilité entre les différents acteurs pour trouver des solutions qui soient pérennes, duplicables, industrialisables à l'échelle, sur une vaste gamme de produits qui touchent à l'épicerie, mais aussi à la détergence et à l'hygiène beauté, puisqu'on a vraiment un grand nombre de catégories vracables qu'on essaye de travailler collectivement. L'initiative En Avant Vrac, elle a été fondée par 3 membres fondateurs. Le premier, c'est Périfem, qui est une association professionnelle des distributeurs et qui s'occupe de tout ce qui est l'équipement en magasin dans la grande distribution. L'ILEC, qui est le représentant des marques, et en particulier des marques nationales, et qui a 200 adhérents dans son association. Et puis le Pacte national des emballages plastiques. Je suis aussi coordinateur du Pacte national sur les emballages plastiques, qui est une initiative qui avait été fondée par le ministère de la Transition écologique en 2019 et qui réunit à la fois des distributeurs et des industriels avec l'objectif de réduire la pression sur les emballages plastiques. Donc évidemment, le vrac est un des gros enjeux pour atteindre les échéances réglementaires à 2025 et à 2030 pour diminuer la pression de mise en marché sur les emballages plastiques, d'une part, pour les metteurs en marché, les industriels, mais aussi pour assurer que d'ici à 2030, 20% de la surface de vente des magasins de plus de 400 mètres carrés soit consacrée à des produits vendus sans emballage. Donc ça, c'est les 3 membres fondateurs de l'initiative. Et aujourd'hui, on a un collectif qui réunit toutes les familles du vrac. On a environ 25 apporteurs de solutions parmi beaucoup des gens qui sont présents dans ce salon-là, que ce soit des fabricants de matériel vrac, des balanciers, des gens qui travaillent sur des applications pour le vrac, que ce soit des applications B2B ou B2C, qui sont présents dans cette famille qu'on appelle les apporteurs de solutions. On a 7 grandes enseignes nationales parmi les plus connues, Carrefour, Auchan, Intermarché, U-Enseigne, etc., qui sont partenaires de l'initiative. Et on a 22 grands groupes industriels qui représentent les marques nationales, parfois de nombreuses marques nationales, et qui sont dans ce collectif-là. Donc collectivement, on essaye de débloquer ensemble un certain nombre des irritants et d'aller vers des logiques d'harmonisation et d'interopérabilité, notamment entre ce que vont produire les marques et vont accueillir la distribution. Et puis par ailleurs, on a un certain nombre de partenaires de cette initiative, l'ADEME, Citeo, le ministère de la Transition écologique via la Direction générale de la prévention des risques, la Fondation Ellen MacArthur, 2 associations professionnelles, la FEBA et l'AFER pour respectivement les produits d'hygiène beauté et les produits de détergence. GS One France pour tout ce qui va être notamment les codifications, les codes barres et les QR codes, et puis Réseau Vrac qui est aussi notre partenaire et qui nous accueille aujourd'hui. L'initiative repose, et on s'est beaucoup posé la question, notamment à l'occasion du forum de lancement de l'initiative En Avant Vrac, de quels pouvaient être les modèles de vrac pour soutenir ce développement, encore une fois, des marques en GMS. Ça n'a pas vocation à être universel, mais pour essayer de développer ou débloquer les freins pour la présence des marques en GMS. Donc on a évoqué le modèle traditionnel de transvasement en magasin tel qu'il existe aujourd'hui majoritairement dans le vrac, y compris en GMS. Et ce potentiel a été identifié comme un potentiel limité par les 2 grandes familles d'acteurs, à la fois les industriels, parce qu'il y a des risques d'enjeux sanitaires ou des risques de sécurité pour préserver l'intégrité des produits, mais aussi du côté de la distribution, puisque ce modèle est très contraignant d'un point de vue organisation logistique, d'un point de vue nettoyage, et crée finalement un modèle économique qui a du mal à être compétitif par rapport au préemballé. Et un des attendus du consommateur, vous le savez tous, c'est que l'offre qui soit vendue en vrac soit moins chère
que l'offre qui est vendue en préemballé. Donc le transvasement en magasin a rapidement été identifié par les acteurs comme une logique qui est plutôt une logique d'exception qu'une logique de développement. Après, on en a des exemples sur le salon. On a ce modèle qui a été utilisé dans pas mal d'expérimentations, que ce soit chez Carrefour, chez Monoprix, chez Franprix, autour de ce qu'on appelle les modules à usage unique, donc des cartouches, en général en carton, qui viennent se clipser sur un système de distribution qui lui appartient au magasin et qui ont un désavantage qui est désavantage qui est inscrit dans son nom, c'est que c'est à usage unique, donc peut se poser la question de sa pertinence environnementale, d'autant plus que ces modules en carton sont souvent doublés d'un coating plastique pour préserver l'intégrité du produit. Donc ces modules à usage unique sous cette forme-là, mais surtout sous une autre forme sur laquelle on est en train de travailler, qui est beaucoup moins gourmande en emballage, c'est une logique qu'on estime être de transition pour permettre rapidement de gagner en expérience et en développement d'un grand nombre de catégories en GMS. Mais ce que l'on vise dans le cadre de l'initiative, c'est le troisième module, le troisième modèle, les modules réemployables, c'est de faire que ces modules qui sont, une fois qu'ils ont été vidés, partent dans les filières de recyclage, là puissent être réutilisés, re-remplis, relavés, avec beaucoup de questions liées évidemment à l'organisation logistique qui est nécessaire pour que existe ce phénomène-là à grande échelle, pas simplement à échelle locale, mais aussi des questions liées à l'interopérabilité. Est-ce qu'un module qui un jour aura accueilli des coquillettes, par exemple, peut le lendemain accueillir, comme l'évoquait Vraco avant, par exemple des croquettes pour chiens ou pas. Donc vraiment toute la question d'interopérabilité, de constitution du parc de ces modules qui seraient réemployables, de propriété du parc, qui sont un des sujets que l'on a. Dans le cadre de l'initiative, on a 4 grands groupes de travail sur lesquels on cherche à trouver des solutions, ce qu'on appelle des solutions harmonisées, pour s'assurer l'interopérabilité et sortir des logiques individuelles ou des logiques d'expérimentation actuelles. Donc on a la première qu'on appelle le besoin d'harmonisation numéro 1, qui touche au dimensionnement et aux spécificités de ces fameux modules producteurs, de façon à ce qu'ils puissent être interopérables, pas uniquement chez Carrefour, mais chez Carrefour, Auchan, Leclerc, Système U et consorts. Donc si moi je suis producteur de coquillettes, je dois produire un module de ce format-là qui assure les besoins barrières de mon produit, et j'ai l'assurance qu'il y a l'interopérabilité avec les stations d'accueil qui, elles, auront la charge d'assurer la distribution aux consommateurs dans les linéaires. Donc c'est un gros travail où on travaille catégorie de produits par catégorie de produits pour identifier à quoi doit ressembler un module producteur qui permet la préservation du produit le plus longtemps possible, qui soit économiquement et environnementalement la plus sobre possible, et de l'appareiller en quelque sorte avec une station d'accueil qui, elle, assure le bon niveau de distribution. Si je distribue de la farine, évidemment, je vais avoir besoin d'un système de distribution qui va être très différent pour m'assurer qu'il n'y ait pas un nuage de fumée qui se constitue et qu'il y ait de la perte de produits. Donc, comment fonctionne cet appareillement pour qu'il y ait l'interopérabilité entre les produits ? Le deuxième sujet sur lequel on travaille, puisque les groupes de travail ont commencé depuis décembre, c'est le calibrage des organisations logistiques qui seraient nécessaires à aller vers les modules réemployables. Donc là, on aborde vraiment des questions de fond qui sont plus, et le livrable sera plus une logique, disons, de recommandation ou de projection qu'on pourrait avoir sur à quoi doit ressembler l'organisation logistique. Est-ce qu'on est sur des modules largement interopérables entre produits ou plutôt des modules plutôt spécifiques à certaines catégories de produits ? On est en train plutôt d'avancer vers des logiques d'interopérabilité ou de maximiser l'interopérabilité entre produits. Mais c'est aussi toutes les questions que j'ai évoquées avant, c'est qui est propriétaire de ces modules? Est-ce qu'il y a un opérateur qui gère ces modules-là? La traçabilité, le lavage, quel type de maillage territorial il nous faudrait? Et est-ce que le remplissage se fait chez l'industriel ou plutôt dans des centres de reconditionnement plus locaux pour permettre des distances plus courtes? Donc beaucoup de questions sont abordées autour de ça pour essayer de préfigurer des logiques d'investissement qui permettraient de voir le jour en termes d'organisation logistique à mettre en place et que les acteurs, que ce soit des laveurs industriels ou d'autres acteurs logistiques, puissent aussi adapter leurs réponses aux recommandations qui seraient issues de ces travaux. Le troisième sujet sur lequel on est, ça touche au parcours client, aux difficultés qu'il peut y avoir
dans le cadre du parcours client avec cette logique de double pesée, le tarage du contenant, puis la pesée du produit acheté, et des systèmes qui vont être très différents d'un magasin à l'autre, d'une enseigne à l'autre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler un système d'identification des contenants, que ce soit des contenants mis à disposition par les distributeurs ou les industriels ou des contenants ramenés par le consommateur lui-même, de façon à ce que lorsqu'il y a un premier tarage a été effectué, une identification du contenant puisse être apposée à ce contenant, soit via un QR code, soit via une puce RFID. Aujourd'hui, plusieurs options existent, de façon à supprimer l'étape de tarage de façon systématique et universelle. C'est-à-dire que si j'ai pesé mon contenant chez Auchan et que je reviens avec ce même contenant chez Intermarché 3 jours plus tard, je n'ai pas besoin de retarer ou de recommencer le processus de tarage. Donc avec ce tarage et avec cette identification du contenant selon les spécifications techniques, d'autres fonctionnalités peuvent être ajoutées, comme des logiques liées par exemple à la traçabilité, liées à la comptabilité du réemploi, ou liées à des logiques d'appariement aussi. Si je prends le cas de produits d'entretien ou de produits de détergence, eh ben, ce contenant-là, s'il n'est pas approprié à recevoir un produit chimique, il peut être appareillé à la station d'accueil du magasin pour qu'elle ne se déverrouille pas, de façon à ce que le produit soit toujours versé dans des contenants qui soient appropriés. Donc ça, c'est le troisième sujet. Enfin, le quatrième sujet, c'est autour de tous les enjeux de traçabilité et de système d'information au sens large. Évidemment, quand on perd l'emballage, on perd toute une série d'informations qui sont données aux consommateurs, que ce soit sur le lieu de vente, mais a fortiori aussi au domicile du consommateur, et notamment par rapport aux marques, comment ces marques-là peuvent continuer à entretenir un dialogue avec leurs consommateurs pour leur fournir des informations qui ont trait soit au temps de cuisson, au conseil de conservation, des recettes. Donc là aussi, tout un système pour essayer d'avoir un système unique d'information du produit qui peut être consultable en magasin pour des fonctionnalités B2C, mais aussi pour des fonctionnalités B2B, de façon à pouvoir gérer toute la traçabilité descendante au niveau du magasin en termes de ce module de coquillettes a été mis tel jour sur la station d'accueil numéro 4 pour avoir aussi tous ces enjeux de traçabilité. Donc c'est ces 4 grands sujets qu'on travaille avec l'ensemble des familles d'acteurs concernés pour essayer d'avancer collectivement vers des solutions harmonisées dans le cadre de cette initiative. Et puis l'objectif ultime, le livrable, c'est de créer pour ces 4 sujets des référentiels techniques qui auront vocation à être utilisés par l'ensemble des acteurs. Ça reste un cadre volontaire, hein, il n'y a pas de caractère d'imposer ce référentiel-là, mais il est attendu par les acteurs pour passer à l'échelle industrielle et essayer de déverrouiller un certain nombre de freins actuellement à une offre plus large, et notamment une offre portée par les marques en GMS. Ce référentiel-là sera publié en open source, donc l'idée, et c'est entendu depuis le départ, que ce référentiel-là ne concerne pas que les acteurs qui ont participé à l'initiative, mais sera vraiment librement accessible à tout le monde. Et puis enfin, dernier slide, l'agenda et le timing que l'on a. Donc, comme je vous l'ai dit, l'initiative a été lancée en octobre dernier. Chez Périfem, il y avait déjà une trentaine d'acteurs. Depuis, on a dépassé les 50 entreprises qui sont présentes au-delà de nos partenaires. On a un plan de travail qui s'échelonne jusqu'à fin septembre, avec des ateliers sur les 4 sujets qui nous permettent d'avancer. On a des points de friction, hein. Tout n'est pas simple, tout le monde n'est pas d'accord, mais déjà un certain nombre d'avancées ont été faites et vont nous permettre, dans les ateliers finaux, de conclure ou d'avancer vers des logiques de principes collectifs qui seront validés officiellement lors d'un forum qui se tiendra, un forum anniversaire en quelque sorte, le 3 octobre, la plénière de l'initiative. Et ces principes seront ensuite consignés dans ce fameux registre de solutions harmonisées, ces référentiels, pour être mis à disposition de l'ensemble des acteurs qui souhaiteraient le consulter ou l'appliquer d'ici fin décembre ou au début de l'année prochaine. Voilà, j'en ai fini sur l'initiative. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des standards européens qui sont prévus? C'est une très bonne question et c'est une question d'actualité. Aujourd'hui, sur tous ces sujets-là, la France est en avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative équivalente dans les autres pays européens. Un grand nombre d'acteurs industriels, voire distributeurs, sont en revanche très soucieux par rapport à votre question, c'est-à-dire de se dire si on développe en France quelque chose, comment on fait pour pas que moi j'ai à produire différemment si l'Italie développe autre chose. Donc par rapport à ça, on a non seulement nos partenaires comme la Fondation Ellen MacArthur qui a un rayonnement international, mais sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur les sujets de traçabilité, on va travailler avec GS1 qui est un grand groupe international pour tout ce qui va être le code barre ou le QR code de traçabilité. Et sur les logiques d'harmonisation, de dimensionnement des modules, par exemple, on est en discussion avancée avec l'AFNOR qui, elle, va pouvoir porter le sujet comme norme européenne. Voilà. Donc, ce n'est pas une garantie absolue, hein, mais c'est vraiment l'idée. On n'a pas voulu partir directement au niveau européen, sinon on y sera encore, mais c'est d'essayer de faire de la France le cheval de Troie, en quelque sorte, pour avancer dans ce sujet-là et que l'exemple français ne puisse plus être négligé par les autres puisqu'on aura été assez loin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. J'ai pas très bien compris comment fonctionnent les modules réemployables. Du coup, quelle est la différence avec le transvasement en magasin? Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît? Le module, en fait, le transvasement en magasin, il se définit comment? C'est un industriel va livrer en général une poche de 20 litres de riz et au niveau du magasin, on va remplir le module avec. Le problème, c'est que c'est une solution qui n'est pas hermétique et qui risque un certain nombre de contaminations. Le module à usage unique est scellé. Donc il est vendu scellé au magasin, il arrive scellé au magasin, et une fois qu'il est raccordé à sa station d'accueil, il est décellé sans qu'il y ait possibilité de contact avec le produit. Les modules réemployables, c'est ce même système-là qui est recellé, mais qui est réutilisé. Au lieu que le module soit jeté, il va être recellé au niveau de l'industriel qui le re-remplit. Donc j'espère que c'est clair.